possibilité, le bien commun incarné par le pouvoir polyarchique qui permet d'avancer sur des sujets essentiels comme la modification de la Constitution, le développement par la négociation et la médiation. L'étape où vous en êtes en Côte d'Ivoire aujourd'hui peut ressembler à cela. Ce qu'on appelle le pouvoir polyarchique, c'est-à-dire accepter le fait du pluralisme, accepter que des sujets peuvent être débattus, accepter que la modification de la Constitution ne peut pas être l'œuvre uniquement de partis et amorcer le dialogue avec les uns et les autres. C'est ce qu'on appelle le pouvoir polyarchique. C'est-à-dire qu'il y a des pôles qui peuvent discuter d'une loi fondamentale, d'éléments qui sont des éléments fondamentaux. Deuxième élément. Troisième élément, le bien commun incarné par un pouvoir patriotique. C'est une évolution, je pense que si les choses se font comme c'est amorcé en Côte d'Ivoire, vous le verrez, qui permettra par contre, en utilisant une approche à plusieurs niveaux, d'avancer ensemble. À savoir, dans cette approche, d'abord et avant toute chose, identifier les sujets d'intérêt commun. Il y en a, nous on a vécu au Togo, on le dit, mais quel est ce pays où on ne peut s'entendre jamais sur un minimum? Dans la vie, dans le monde entier, les gens peuvent être différents dans nos familles, mais on s'entend sur un minimum commun. On a l'impression que dès que vous arrivez dans nos pays, tout d'un coup, vous ne vous appartenez plus. Il faut appartenir à un camp, à une ethnie, à un terroir. On vous enferme dans le plus petit dénominateur commun. Ça n'est pas acceptable. Ça n'est pas acceptable. Parce qu'on vous réduit à autre chose. Et donc, ne vous laissez pas réduire par ça. Cette démarche-là, patriotique, doit vous permettre, dans tout ce que vous ferez, de nous dire, au fond, il y a des choses qui relèvent d'intérêts convergents, des sujets d'intérêt commun, et cela appelle le dialogue permanent, c'est ce que le chercheur appelle la dynamique de la conversation. C'est-à-dire essayer de trouver des solutions durables et consensuelles sur des sujets et les faire vivre. Nous avions identifié un certain nombre de sujets, au Togo par exemple, qui peuvent être vus avec vous, et il y a une convergence totale. Le premier sujet que nous avions identifié, c'est la refondation démocratique et républicaine du Togo, mais pour la Côte d'Ivoire, c'est valable. Moi, la démarche qui est mise en place pour pour la Constitution, c'est une refondation. Oui, c'est une refondation. Et cette refondation-là permet, au moment donné, de se donner d'autres règles du jeu pour pouvoir avancer en Côte d'Ivoire. La Constitution des années 60 qui a été faite aujourd'hui, elle a servi. Elle a bien servi. On a vu aussi ses limites. Et moi, mon oncle qui était président de la Cour suprême en Côte d'Ivoire, Crépi Georges, pour ceux qui le connaissaient, nous avons eu l'occasion d'en discuter de tout ça. Quand la Côte d'Ivoire était en crise et que l'association de faux allait se faire, j'attendais les conversations à la maison. Donc, il fallait revoir les choses, reposer les bases, donner la place à tout chacun d'entre nous en Côte d'Ivoire. Deuxième point, comment bâtir l'état de droit? C'est important. L'état de droit permet de faire sortir de l'arbitraire des situations. Voilà. Quand on arrive à Abidjan, dès qu'on arrive à Port-Boué, un policier ne n'a pas à vous toiser, ni un gendarme. Celui qui m'appelle, hey, Crépi est venu toujours en Côte d'Ivoire devenir grand type. Il y a tout un problème. Et alors, pourquoi il me dit ça? Il sait d'où je viens? Mais il me l'a dit. Ah, il m'a dit ça. Il dit, bah oui, mais non, mais j'étais un petit type de là où je viens, hein. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc, et l'accueil, ça sert. Et dans un pays, ça sert. Donc, ça veut dire que l'état de droit permet de respecter les uns et les autres, qu'ils soient étrangers ou autochtones, d'avoir des règles du jeu. Les contentieux, je lisais hier sur un site ivoirien le travail qui est fait aujourd'hui pour la question de terrienne en Côte d'Ivoire. Mon Dieu, c'est un gros contentieux dans nos pays. L'état de droit permet de travailler sur le cadastre, d'affecter les choses, d'avoir un dialogue. Comme il y a aménagement du territoire, qu'il y a de belles ambitions dans ce pays, eh bien la terre compte beaucoup pour nous. Et vous l'avez dit encore une fois, eh bien on est de Dabou, ou on est de Ferké, ou on est à Boville. Et donc quand les choses se changent, il faut qu'il y ait des règles du jeu qui soient valables pour tous. À Korogo, à Ferké, trouve quelque chose qu'on ne retrouve qu'en Côte d'Ivoire. Et donc vous avez pour moi, pour les Ivoiriens, ce capital-là qui est très précieux. Il y a une atmosphère en Côte d'Ivoire qui est inédite, qui est particulière, et sur lesquelles vous devez capitaliser, parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir ça. Un premier point. Un deuxième point, ça a été dit partout que la Côte d'Ivoire était la vitrine de l'Afrique francophone, à cause d'un grand président que vous avez eu.
Mais ce n'est pas une vitrine simple où on affiche des choses. Parce que votre histoire a été marquée par des réalisations fantastiques. Dans le cadre de mon métier, j'ai la chance parfois de conseiller des entreprises à s'installer un peu partout en Afrique. Et l'une des entreprises, la fois dernière, me disait, j'avais le choix entre Dakar et Abidjan. J'ai dit, tu vas à Abidjan? Si ça marche à Abidjan, ça marchera en Afrique. Parce que je pense que vous avez accueilli l'Afrique, vous avez accueilli le monde, et vous avez eu cette étendue à un tas de personnes qui font que partout, dans toutes les communautés africaines, eh bien, vous avez une résonance. Donc c'est aussi un capital précieux sur lequel vous devez capitaliser beaucoup, et qui parfois, avec les histoires qu'on peut avoir dans ce pays, on finit par oublier. Et le troisième, c'est le projet de la Côte d'Ivoire, qui passe obligatoirement par des remises en cause, des réajustements. En tant que président, aujourd'hui, nous, on appelle ça coordonnateur général de la diaspora togolaise. Je peux partager avec vous aussi notre petite histoire de personnes issues d'un pays. Et nous avons imaginé comment la diaspora peut contribuer. La diaspora ivoirienne, celle que je connais un peu partout, d'ici de Lille jusque je ne sais où, jusque en Belgique, on est ensemble. Quand je vais dans un autre pays, dès que je vois des Ivoiriens, voilà, on vit les choses ensemble. Vous avez aussi un capital très très précieux, qui est une diaspora ouverte au monde, très intéressante. Et avec Ibrahim Angelbi, on était voisins en résidence universitaire, il n'y avait pas une feuille de papier entre nous. Et c'est pour ça que dès lors qu'il m'a parlé de ce projet, j'ai répondu présent, parce que même si on n'est pas des pays voisins de suite, les trois pays, c'est ma vision, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, ont des choses communes qu'on ne peut même pas imaginer. Voilà. Donc je le dis pour vous renvoyer que vous êtes un grand peuple, les Ivoiriens. Donc quand on est un grand peuple, on a une histoire, on a une vocation, on a aussi un objectif à assumer. C'est ma petite déclaration d'amour que je voulais dire en préambule pour que vous sachiez quand même que comment vous êtes perçus. On n'est pas prophète en son pays, mais vous avez un capital précieux à redorer, à consolider. Voilà, je vais passer sans plus tarder la parole à mon voisin qui fait partie du Présidium. Le Présidium est le garant du déroulement de la journée. Moi, je ne suis qu'un animateur aujourd'hui et intervenant également selon le sujet. Merci à vous. Mesdames et messieurs, chers amis de la Côte d'Ivoire, nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin à Lille, le fief de la communication et de la stratégie politique en France. Je le dis parce que à Lille, c'est bon. Je le dis parce que à Lille, beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de choses agréables se sont passées ici. Donc nous n'avons pas choisi Lille pour rien. Nous avons choisi Lille pour que la petite sauce que nous voulons présenter aux Ivoiriens soit une sauce acceptée de tous, soit consommée par tout le monde. Chers frères et sœurs ivoiriens, chers amis de la Côte d'Ivoire, l'Alliance pour une jeunesse ivoirienne, républicaine et démocrate, et son associé OSE, le cabinet conseil en politique et stratégie, le cabinet conseil en stratégie politique, se réjouissent de mettre face à face, d'un côté, nos compatriotes désireux d'unifier le RHDP et de l'autre, la société civile, les amis et partenaires de la Côte d'Ivoire. C'est le lieu de remercier nos frères et sœurs ivoiriens ainsi que tous nos amis et partenaires venus de partout de l'Europe et les membres du RHDP d'avoir répondu si nombreux à ce rendez-vous dont chacune et chacun mesure l'importance.
En réalité, je suis nullement surpris de votre présence ici à Lille. La ville des grands rendez-vous stratégiques. C'est à Lille que la coordination européenne du RDR a vu le jour. Lille, la ville natale du général de Gaulle. L'ami du père de la nation ivoirienne, Feu Félix Houphouët-Boigny. Ces deux acteurs clés qui ont donné à la France et à la Côte d'Ivoire des constitutions et institutions stables. La JRD et OSE, par ma voix, souhaite que la base du parti unifié soit jetée ici à Lille. Nous vous invitons à aider notre président Alassane Dramane Ouattara à gagner ce pari, gage de la stabilité. Chers compatriotes, amis de la Côte d'Ivoire, ce que je vous invite à faire, ce n'est pas d'abdiquer tout esprit critique, mais plutôt d'être les vrais ambassadeurs de cette Côte d'Ivoire nouvelle. De cette Côte d'Ivoire qui bouge, qui se transforme chaque jour. Je peux compter sur vous, car pour la Côte d'Ivoire que nous aimons tous passionnément, pour laquelle nous nourrissons les mêmes ambitions, nous sommes capables de dépassement. Plein de succès à ce colloque. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Donc, après ces propos introductifs, donc on va passer la parole à Monsieur Camara, directeur de l'OSE, qui va parler donc des repères autour de la question de l'unification des partis membres du RHDP. Donc, Monsieur Camara. Honorable invité, à vous tous en vos rangs et grades, je vous souhaite la bienvenue ce jour à Lille. La question qui m'a été soumise concerne la problématique portant sur l'unification du RHDP. Le RHDP, c'est le rassemblement des oufouististes pour la paix et le développement, et la démocratie, excusez-moi. Et on peut aussi parler de développement dans la mesure où le RHDP a la vocation effectivement de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Et ce RHDP est né le 18 mai 2005 à Paris. Et ce RHDP s'est appuyé sur un socle. Ce socle, c'est l'oufouettisme. Qui dit oufouettisme dit naturellement le président Félix Houphouët-Boigny, qui a été le premier fondateur de la République de Côte d'Ivoire. Et le président Félix Houphouët-Boigny a donné en legs aux Ivoiriens un pays prospère et stable, qui fait la fierté du monde. Et ce legs-là, force est de reconnaître qu'il fut un temps où ce legs semblait s'assombrir. Il fallait alors répandre ses forces, ses intelligences, son énergie, afin effectivement de faire émerger à nouveau la dynamique qui avait porté ce legs. Alors, deux leaders de premier rang, deux illustres personnalités, j'ai nommé le président Henri Konan Bédié et le président Alassane Ouattara, ont associé leurs jeunes frères, notamment ceux du MFA et ceux de l'UDPCI, pour ensemble
construire une plateforme qui conduirait la Côte d'Ivoire vers la retrouvaille, en tout cas de cette prospérité, de cet éclat d'antan que on semblait perdre. Et alors, donc, le RHDP a été mis en place donc, en ce moment-là. Mais il faut reconnaître que de 2005 à 2010, le RHDP qui était dans l'opposition a su s'organiser, a su se fonder sur une réelle solidarité pour aller à la conquête du pouvoir. Et en 2010, ce RHDP a conquis le pouvoir. Et en 2011, la gestion du pouvoir a été faite de manière commune par le RHDP. Quand nous sommes en Côte d'Ivoire et que nous allons dans les quartiers, nous discutons avec les gens, c'est vrai qu'il y a une autre relation dans la manière de verbaliser les choses. Et dans les contacts que nous pouvons avoir avec certaines autorités ivoiriennes, c'est des choses que nous remontons parce qu'il nous a permis de voir 3 catégories d'Ivoiriens, puisque vous l'avez sans doute dit et redit, la Côte d'Ivoire sort d'une situation que nous connaissons tous. Elle vit une actualité aujourd'hui qui fait remonter un certain nombre d'appréhensions, de tensions aussi, que nous connaissons. Et donc, il est évident de constater qu'en Côte d'Ivoire, la situation n'est pas aussi simple que ça. Nous avons fait remonter justement dans nos analyses de terrain les 3 types d'Ivoiriens que nous avons vus. Vous voyez, quand vous allez à Yopougon, quand vous allez à Bobo, quand vous allez vers, c'est pas moi, et les villes comme Memni et autres, vous discutez avec les gens ou à Yamoussoukro, on s'est aperçu que vous avez, par rapport à ce que la Côte d'Ivoire a connu, une catégorie d'Ivoiriens qui est décidée à dire « nous, on n'est pas d'accord ». C'est-à-dire quand on dit on n'est pas d'accord, c'est-à-dire que c'est par rapport au pouvoir en place. Cela veut dire que nous sommes partenaires du pouvoir passé et que compte tenu de ce qui est arrivé, donc qui a raison, qui a tort, on n'est pas d'accord. Il y a une opposition qui est frontale dans les propos, dans les dires. Et avec ces personnes, je me dis, dans nos analyses, que finalement, c'est beaucoup plus clair. C'est noir ou c'est blanc. C'est sujet, verbe, complément. Donc, on sait, c'est clair. Ils sont opposés et les arguments, c'est des arguments qui sont avancés face à ces arguments-là. Donc, le camp d'en face a des éléments sur lesquels il peut travailler pour dire vos arguments sont bons ou ne sont pas bons. Et nous avons surtout observé une deuxième catégorie que nous appelons la catégorie silencieuse. C'est des gens qui, au premier abord, parce qu'on a une équipe au niveau de notre institut, je parle à ce nom-là, Institut international de gestion de conflits, nous avons 7 de nos membres qui sont ivoiriens, dont certains sont des militaires, certains qui ont travaillé avec l'ancien régime, certains qui sont des officiers supérieurs qui travaillent avec l'actuel régime, nous avons des professeurs d'université, certains qui sont des directeurs de cabinet actuels, et d'autres qui sont tenanciers de l'ancien pouvoir, des directeurs de grandes enseignes comme l'ENA ou autres. Donc, quand nous sommes avec nos collègues sur place, la relation avec les Ivoiriens n'est pas aussi lisible parce que on ne sait pas, celui qui est en face, quelle est son orientation ou pas. Et si bien que nous qui ne sommes pas Ivoiriens, quand on s'amuse à aller sur le terrain à discuter, on s'est aperçu que, pour beaucoup, ils disent, on ne dit rien, on attend notre temps. C'est-à-dire que, giflez-nous si vous voulez, frappez-nous si vous voulez, crachez-nous si vous voulez, on est calme, on attend et le temps viendra. Et là, on s'est aperçu que ça ne se dit pas simplement dans la bouche, dans le ressenti, des fois c'est verbalisé avec des faits concrets. Quand on dit, mais attendez, oui d'accord, imaginons que nous on sait qu'il n'a pas raison, mais il n'empêche que même si on s'est tué, regardez un tel qui prend la maison de un tel, parce qu'il y a des cas en Côte d'Ivoire par exemple, où il y a certains anciens militaires qui ont pris des maisons de certains anciens dignitaires, et que la loi n'a encore rien dit. Donc c'est peut-être des épiphénomènes, mais quand on le prend, on l'amplifie. Quand on l'entend à Abidjan, on l'entend à Yamoussoukro également. Donc la même chose, c'est la même histoire peut-être qui revient en boomerang. Et on peut avoir l'impression que c'est une armée de personnes qui est partie donc déloger d'autres. Donc face à ces compatriotes ivoiriens, on a le sentiment que c'est comme une vengeance en douceur qui attend son temps. C'est comme les matchs de catch. Il y a un vainqueur à un moment donné qui gagne à un moment donné, mais ça change de vainqueur. Et là, quand on est confronté à ces personnes, du coup, il faut aller créer ce qu'on appelle l'espace de sécurisation pour que la parole soit verbalisée. Parce que si la personne n'est pas même de verbaliser, vous avez beau parler,
On va vous parler de l'Ivoirien, vous allez rire, partir et vous n'allez rien comprendre. Et pourtant, vous allez penser que la personne adhère. Et nous avons donc vu la troisième catégorie d'Ivoiriens qui sont des gens qui disent on n'est pas d'accord avec ce pouvoir en place parce que nous, on est tenanciers d'eux, mais nous pensons que, vu tout ce que la Côte d'Ivoire a connu, ça vaut la peine quand même d'essayer de tourner la page. Nous avons ces deux-là et ces trois catégories. Alors, la situation en Côte d'Ivoire, pour nous, en tout cas dans nos analyses, hein, et avec toutes leurs limites, c'est que dans le camp dit le camp d'en face, on peut avoir les mêmes schémas. Mais ce sur quoi nous avons attiré l'attention des autorités, dans le camp d'en face, c'est des gens qui, parce qu'ils pensent que, ont des postures ou des attitudes qui n'aident pas. Et je me souviens d'un des papiers qu'on avait envoyé des autorités en leur disant que c'est celui qui est grand qui se baisse pour saluer celui qui est plus petit. Cela veut dire que quand on a le pouvoir, il faut accepter qu'on vous crache dessus. Ce n'est pas pour ça que vous avez été élu, mais vous devez l'accepter. Ici, nous avons beaucoup de dirigeants. Et nous le savons que quand on est dirigeant en président, c'est le premier à être critiqué. Quand vous êtes directeur d'un service, c'est vous le premier à être critiqué. Mais vous devez faire l'effort de ne pas montrer que vous avez de la rancœur. L'attention ne portera pas sur la conjoncture particulière de la Côte d'Ivoire, mais sur un certain nombre de questions autour des partis politiques, de leur relation à la société civile et de la notion de bien commun. Donc j'aborderai successivement un certain nombre de points pour, j'espère, contribuer à votre débat modestement. Je voudrais revenir d'abord sur la notion même de parti politique. Parti politique, c'est une force politique complexe qui est liée par la définition à la question du pouvoir et à la question de l'État. Alors, selon l'orientation politique que l'on a, évidemment, on peut être sur une logique de prise du pouvoir révolutionnaire, mais on va dire dans la majorité des cas, aujourd'hui, on est dans le cadre de la conquête électorale et de la démocratie parlementaire. Le parti politique se veut donc un opérateur, un acteur de la démocratie représentative. Et la démocratie représentative est une question complexe, car on peut considérer avec certains observateurs ou certains historiens qu'il y a aujourd'hui très peu de démocratie dans le monde. Il y a beaucoup de régimes qui se réclament de la démocratie, mais si on s'en tient à la définition stricte de la démocratie, du pouvoir du peuple, la souveraineté populaire, on voit que dans la plupart des pays, je pense notamment aux pays les plus industrialisés, on a plus affaire à une oligarchie ou à une captation élitiste du pouvoir qu'à une démocratie. Et donc, on voit bien que la capacité d'un parti à représenter la société tient à un difficile équilibre entre sa composition, c'est-à-dire ses adhérents, le territoire sur lequel il travaille et l'orientation politique qu'il prend. Ce que je veux dire par là, c'est que sa capacité à représenter le peuple dans le cadre d'une stratégie globale qui est bien celle de la prise du pouvoir et de son exercice, à voir de manière intime avec sa sociologie, la sociologie de ses adhérents, de ses dirigeants. Donc voilà, c'est un premier point pour poser le fait que parti politique, c'est une forme d'organisation historiquement datée, politiquement située. Je ne suis pas sûr. On peut imaginer qu'il y ait autre chose que des partis politiques à la fin de ce siècle, d'autres formes d'organisation. Alors j'en viendrai à un deuxième point, j'allais assez vite, mais c'est pour qu'on ait du temps pour les échanges, hein, sur la question de la sociologie d'un parti politique. Car il y a un lien évidemment très direct entre la sociologie d'un parti
et les orientations politiques qu'il prend. Disons que quand les adhérents d'un parti sont essentiellement recrutés dans les classes supérieures de la société, on peut s'interroger sur la validité d'une orientation politique qui donnerait un privilège, une priorité aux intérêts des classes populaires. Alors, je vais prendre un cas bien connu qui a été aujourd'hui documenté, qui est celui du Parti socialiste en France, qui a fait l'objet d'un certain nombre d'études de sociologie de ses adhérents et de ses militants, pour voir en quoi la sociologie éclaire quand même un certain nombre de questions. Quand on voit le Parti socialiste, on se rend compte que d'abord, il y a 3 phénomènes majeurs. Le premier phénomène, c'est un déclin très fort de la présence dans ses rangs de personnes issues des classes populaires. C'est un parti de classe moyenne, du service public, de classe moyenne supérieure, mais très peu d'ouvriers et d'employés dans les faits. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le phénomène de professionnalisation a fait que les cadres du parti sont très peu issus de fait de la société civile. Ils sont issus de Sciences Po, ils deviennent rapidement assistants parlementaires, collaborateurs de cabinet, puis ils intègrent les appareils et on voit bien apparaître une caste, une catégorie sociale de professionnels de la politique dont on comprend assez rapidement qu'ils ont une notion très éloignée du prix du loyer en HLM ou du prix d'un ticket de métro. Et enfin, quand on regarde la sociologie, très précisément, et les études qui ont été faites, notamment par des sociologues lillois d'ailleurs, sur la composition du PS, on s'aperçoit que plus de la moitié des adhérents du PS sont des élus, des collaborateurs d'élus, ou des personnes qui, par leur activité, sont, on va dire, dépendants des élus. Il s'agit de permanents, d'associations, de syndicalistes, etc. Et quand on a ce double phénomène, c'est-à-dire la surreprésentation des classes, on va dire, aisées, ou moyennement aisées, car je crois que les partis politiques sont d'abord historiquement des affaires de classe moyenne, et ce phénomène de professionnalisation, de captation du pouvoir interne au parti par des élus locaux ou nationaux et leurs collaborateurs, s'aperçoit qu'on a une déviation que l'on observe de manière évidente dans le Parti socialiste. Je parle du Parti socialiste, je pourrais évoquer d'autres partis, mais comme c'est mon parti, je vais faire en sorte d'être charitable avec les autres. Qui est que le parti, dans un premier temps, a été une école d'éducation populaire, de mobilisation des masses, puis il est devenu une machine électorale, et il devient de plus en plus une machinerie de sélection des candidats, où, en quelque sorte, les convictions politiques sont indexées aux chances plus ou moins grandes d'obtenir une investiture. Et, pour la faire courte, puisqu'on est samedi après-midi, disons que les résultats sont médiocres sur le long terme. C'est-à-dire qu'on a, d'une part, un parti qui, quelque part, se coupe des mouvements culturels profonds de la société, notamment de la jeunesse. Il ne comprend pas la jeunesse. Et la jeunesse ne les calcule pas, comme on dit, c'est-à-dire ne s'y intéresse pas. Et deuxièmement, évidemment, une coupure aussi par rapport aux aspirations des classes populaires, puisque, quelque part, le parti devient un objet, non pas à représenter le peuple, mais à répartir les places de ses cadres dirigeants. Alors ça peut s'appeler une investiture, un congrès, ça peut s'appeler un remaniement. Mais tout ça est assez anecdotique et montre que, à ce moment-là, la capacité d'un parti de transformer la société est anéantie.
Que donc la question qui se pose, c'est est-ce que vous voulez faire un parti qui transforme la société ou est-ce que vous voulez faire un club pour vous répartir des postes? Contrairement aux apparences, ce n'est pas exactement la même chose. J'en viendrai donc au troisième point qui est comment les partis politiques peuvent s'agencer, s'organiser, se dialoguer avec ce qu'on appelle la société civile. Parce qu'évidemment, le parti politique n'est pas le tout de la société politique. Parti politique, syndicats, ONG, associations, monde économique, comité d'habitants, groupe de quartier, associations professionnelles, tout ça constitue quelque part, au sens large, la société politique. Et évidemment, un parti ne peut pas arriver au pouvoir sans construire, je dirais, une sorte d'écosystème, de milieu favorable au dialogue avec d'autres forces qui ne sont pas des partis, mais qui vont contribuer évidemment à sa victoire ou à sa défaite. Et on voit qu'historiquement, la relation avec la société civile d'un parti on observe les choses de trois types essentiellement. Et les trois types peuvent se combiner. Dans la société civile, vous avez quoi? Vous avez le monde économique, vous avez le monde de la culture, vous avez le monde associatif, puis l'engagement citoyen, pour aller vite. Alors le premier cas de relation avec la société civile, c'est quand un parti va tirer ses ressources essentiellement du financement, de son financement des forces économiques. Regardez la liste des donateurs de Hillary Clinton, de Bernie Sanders, de Ted Cruz ou comment s'appelle le dingue là, Donald Trump. Et quand vous regardez la liste des donateurs, vous avez une idée assez précise de l'orientation politique. C'est-à-dire, vous voyez, Bernie Sanders, il est financé essentiellement par les unions syndicales de travailleurs, et Hillary Clinton est financée d'abord par Goldman Sachs. Donc, et les républicains, on voit bien le rapport avec les lobbies pétroliers, etc. Donc c'est une première relation qui est très importante. Parce que, évidemment, on ne peut pas imaginer un instant que le financement soit totalement indépendant de l'orientation politique. Principe de réalité. Ça, c'est le premier lien. On va dire, c'est la construction américaine. Le deuxième type de relation, c'est le modèle social-démocrate, c'est-à-dire qu'on va construire une alliance entre le parti, on va dire, le mouvement syndical au sens très large du terme, c'est la social-démocratie. Si vous voyez très bien comment ça s'est passé en Allemagne, en Scandinavie, beaucoup moins en France, où les syndicats sont faibles, beaucoup plus en Angleterre historiquement, mais maintenant les syndicats sont faibles. Et donc on voit bien que là, on va avoir une sorte de coalition entre les forces qui représentent le mouvement ouvrier, le mouvement paysan, dans certains cas, dans d'autres pays, et le parti, et donc là aussi, cela oriente très fort le travail politique qui est effectué. Et le troisième lien, qui est plutôt celui d'ailleurs des partis en France, par exemple, c'est peut-être d'un certain nombre de situations en Afrique que je connais mal, encore une fois, je suis tout à fait ignare, c'est ce que j'appellerais le modèle territorial, c'est-à-dire que la force des politiques vient de la construction d'un ancrage territorial. Donc vous voyez par exemple le fait le patron d'une puissante fédération, comme c'était le cas de Martine Aubry par exemple, joue un rôle important. Vous êtes le patron d'une grande région, je pense au maire de Lyon, le patron d'une grande ville comme la ville de Paris, je pense à Bertrand Delanoë, à Hidalgo, mais précédemment à Jacques Chirac. On voit bien qu'il y a là des questions qui sont centrales dans les parcours. Et c'est pour ça d'ailleurs que la question de l'ancrage local, hein, voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, en France, les partis sont d'abord des espèces de syndics d'élus locaux qui ont plus ou moins d'ailleurs intérêt à prendre le pouvoir politique central. Et c'est pour ça d'ailleurs que si vous regardez une biographie par exemple de François Mitterrand, le premier acte politique de Mitterrand, c'est d'aller s'implanter dans une région avec laquelle il n'avait aucune relation, qui était la Nièvre, qui est un département charmant, mais lui venait des Charentes, c'est un peu loin.
Et parce qu'il y avait une circonscription libre, gagnable, et qu'il fallait un ancrage local. Et, voilà, et ça l'a amené, plusieurs fois d'ailleurs, au plus haut sommet du pouvoir. Et donc, 3 modèles. Le modèle de relation avec le monde économique, le modèle, on va dire, de type social-démocrate, et le modèle territorial, où d'ailleurs, dans ces cas-là, la question des associations locales va jouer un rôle important, parce que qu'est-ce qui fait l'élection, finalement? C'est les clubs sportifs, c'est les associations de quartier, c'est les comités citoyens, c'est les associations de parents d'élèves. C'est ça qui fait que le travail d'un élu consiste à assister sur tous les week-ends à toutes les manifestations. On peut serrer des mains, discuter avec des gens. Un travail d'implantation qui est extrêmement important, un peu difficile d'ailleurs, mais qui est extrêmement important. Je pense que ces 3 modèles peuvent se combiner. L'ancrage local, une sorte de relation privilégiée avec des représentants historiques d'une force sociale, lien avec telle ou telle fraction du pouvoir économique peuvent se combiner, mais qu'on va voir aujourd'hui apparaître une autre forme de parti. C'est peut-être ça qui est plus intéressant pour notre débat de cet après-midi, ce que j'appellerais le modèle de la plateforme, de la coalition. C'est-à-dire que je pense que ce qu'on voit par exemple avec Podemos, ce qu'on a vu je pense à l'Islande, voilà, où finalement il y a les partis, bon, parce qu'il faut bien, le parti reste l'organisation la plus adaptée pour mener une campagne électorale. Mener une campagne électorale, c'est un métier, une technicité. Et donc on a des partis, mais c'est pas forcément là que le pouvoir intellectuel. Vous pouvez avoir aussi des think tanks, des associations de citoyens, des mouvements écologistes. Et ces gens-là, à un moment, vont se fédérer, pas très simple, un peu flou parfois, parce que, voilà, souvent contre par les temps qui courent, quelque chose que pour quelque chose, enfin voilà. Et donc, on peut imaginer aussi que le parti devienne une espèce de centre nerveux d'une galaxie dans lequel il y a des journaux, des syndicats, des associations, des réseaux sociaux, des centres culturels, des coopératives, etc. Et que tout ça fait finalement, je dirais, le parti du XXIe siècle, ou le parti 2.0 qu'on voit émerger. Donc voilà, vous voyez que les rapports entre les partis et la société civile sont des rapports qui sont relativement complexe, mais à l'échelle mondiale, on peut quand même repérer des invariants. J'en arrive à mon 4e point, qui est celui de l'engagement. Parce que l'un des grands problèmes des partis, évidemment, c'est que vous avez 2 raisons d'entrer dans un parti. Vous avez des raisons qui sont liées à votre intérêt personnel, c'est que vous pensez qu'en adhérant dans un parti, vous allez plus facilement avoir un travail, un logement, voire un poste. Évidemment, ceci n'existe pas. Et vous avez aussi, tout à fait clairement aussi, l'engagement. Je crois qu'il faut croire en l'engagement altruiste des gens. Les gens ont envie d'être utiles, ont envie d'améliorer les choses, ont envie de créer les conditions pour que leurs enfants vivent mieux qu'eux-mêmes dans la société, sont révoltés par certaines situations, veulent promouvoir le juste, le bien, le bon. Il ne faut pas regarder les choses de manière cynique. Mais ce qu'on observe depuis, on va dire, 30 ans, c'est une mutation des modalités de l'engagement. Et disons que moi, je l'ai vécu. Quand on s'engageait encore dans les années 60, 70, peut-être ça s'est arrêté au milieu des années 70 en France, on s'engageait selon un principe de ce que j'appellerais la satisfaction différée. C'est-à-dire que grosso modo, on se battait pour construire quelque chose dont probablement on ne jouirait pas soi-même. On se dirait c'est pour nos enfants. Pour nos enfants. Et donc on acceptait une sorte de sacrifice, qui était une forme de l'amour, parce qu'on pensait que ce que l'on allait faire allait profiter à nos enfants. Sinon, on ne comprend pas bien comment des ouvriers acceptent de mourir sur des barricades pour défendre un salaire minimum, un droit de grève, etc.
Si on ne pense qu'à soi-même, on ne va pas mourir sur les barricades. Ils pensaient que, et ils le pensent, et je crois qu'ils ont raison, que leur engagement était utile. C'est-à-dire que l'engagement, c'est un engagement pour une vie, et qui était fondé sur une croyance d'un futur qui serait meilleur. C'est ce qu'on appelle un grand récit. Alors, dans les années 70, vous avez eu la croyance que d'un progrès illimité, grâce à une croissance économique forte, une sorte d'état-providence mondial, grâce au progrès de la santé, de la science, etc. Vous avez aussi la croyance dans la capacité de transformer le monde. Ça a été la croyance révolutionnaire. Elle pouvait même prendre la forme d'un millénarisme, c'est-à-dire